allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve en ce mois de mai, ce mois de la fantaisie qu'organise donc Staffy Kitty, avec ce petit t-shirt spécial fantaisie pour vous parler de 5 recommandations de fantaisie. Jusqu'ici on a suivi. Dans cette sélection, vous allez voir, il y a quand même quelques pépites, quelques petits coups de cœur qui s'y glissent, etc. Dont certains, en fait, je pense que je ne vous en ai jamais parlé. Alors ça, vous les avez peut-être déjà vu dans le fond de ma bibliothèque aussi, ou sur Instagram évidemment. Mais voilà, c'était vraiment l'occasion de sortir ces petites pépites de ma bibliothèque. J'avais très hâte de vous tourner cette vidéo-ci, parce que de la fantaisie, j'en lis quand même pas mal au final. Et clairement, du coup, j'ai trié pas mal aussi les livres qui valaient vraiment la peine de rester ici ou pas. Et du coup, voilà, donc faire cette petite sélection, c'était très jouissif. Et j'ai vraiment hâte, du coup, de vous parler de ces 5 livres. Même si je ne pense pas que je vais vous parler de titres que vous n'avez jamais entendus, parce que forcément, ceux qu'on entend aussi souvent, c'est que ils sont assez bien réputés et je les lis parce que je veux me faire mon propre avis. Et souvent, je me joins du coup à cette majorité-là. Mais bref, je vais commencer directement par ce premier livre qui est un livre à la base destiné en public jeunesse, puisqu'il s'agit des Royaumes du Nord, donc le tome 1 de À la croisée des mondes de Philippe Pullman, qui est clairement, je pense, un incontournable au même titre que ceci, que ceci, etc. Et en fait, il faut savoir que moi j'avais pas lu beaucoup de livres quand j'étais enfant, pour ainsi dire, pas du tout. ça s'arrêtait vraiment à peut-être une série ou quoi. Vraiment, je détestais la lecture. Et du coup, tout ce qui est livres vraiment jeunesse, je les ai lus beaucoup plus tard, quand j'avais souvent passé la vingtaine. Et ça a été le cas du coup de cette trilogie-ci, où vraiment je me suis dit quand même c'est un incontournable, lise les grands style les Narnia, les Bottero, etc. J'avais envie de quand même le découvrir, de me faire mon avis, de savoir de quoi on parlait, etc. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans La croisée des mondes. Et mon Dieu, je ne m'attendais mais absolument pas à ce que ce soit aussi riche, aussi dense comme univers. Je vais d'abord vous lire quand même le résumé de ce tome-ci qui nous disait: pourquoi la jeune Lyra, élevée dans l'atmosphère confinée du prestigieux Jordan College, est-elle l'objet de tant d'attention? De quelle mystérieuse mission est-elle investie? Lorsque son meilleur ami disparaît, victime de ravisseurs d'enfants qui opèrent dans le pays, elle se lance sur ses traces. Un périlleux voyage vers le Grand Nord qui lui révélera ses extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière d'un autre monde. Donc voilà, au résumé, je pensais clairement qu'on était dans un gros niveau de jeunesse. Je pensais plus que de la fantaisie, je voyais bien qu'il y allait avoir une monture animale, etc., qui aurait sûrement la parole ou quoi. Mais je me représente plus comme un appât, comme j'ai oublié son nom dans Une histoire sans fin, mais le genre de dragon, etc. aussi. Donc voilà, je pensais pas qu'à ce point l'animal aurait une personnalité, pourrait discuter, etc. Et je m'attendais plus finalement à une enquête, plus un côté peut-être policier ou quoi, que vraiment fantasy. Rien qu'à la lecture du résumé. Après j'avais eu écho quand même, c'était de la fantasy. Mais quand je me suis lancée dedans, je me suis mangée, mais je vous jure, une des plus grosses claques de tous les temps avec cette saga. Parce que vraiment, j'avais une idée vraiment très préconçue, pleine d'a priori ou de jugement ou toutes ces choses-là sur l'univers. Et en fait, vraiment, cet univers était hyper dense, hyper vaste. Dans les tomes suivants, il y a plusieurs mondes parallèles qui se mettent en place. Et c'est hyper fluide, justement, d'un monde, etc. à l'autre. Ça s'assombrit aussi au fil des tomes, comme c'est le cas pour Harry Potter. Je me suis vraiment mangé une claque, parce que vraiment, j'aurais jamais imaginé que des livres jeunesse pouvaient finalement avoir un imaginaire aussi développé à côté de ça. Donc voilà, clairement, ça a remis à l'ordre quelques a priori, je vous avoue. Puis forcément dans cet univers j'ai aussi du coup découvert les démons et du coup Lyra qui était accompagnée de Pantalémon, si je dis pas de conneries, je pense que c'est ça. Et voilà qui incarnait de mémoire un peu
je sais pas, l'âme, l'innocence des enfants et qui allait se transformer en genre d'animaux qui allaient les suivre, etc. Et il y a vraiment un lien particulier, je vous dis que c'est un peu flou parce que maintenant c'est quand même quelques années que je les ai lus, mais il y a vraiment un lien particulier qui se crée entre justement les enfants, enfin chaque personne du coup, et leur démon. Et j'avais beaucoup aimé ce lien, voilà, vraiment très 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 puissant, intense. Je crois que c'est dans le tome 2 où on voit un peu jusqu'où peut aller ce lien quand il arrive quelque chose, au fait qu'ils soient pas l'un, enfin près de l'autre, qu'ils soient voilà, assez éloignés l'un de l'autre, ou quand il arrive quelque chose à l'un, il y a des répercussions sur l'autre, etc. Donc c'est un lien que je trouvais très très chouette. Bon, après voilà, il y a toujours un côté un peu animal, donc de base pareil avec moi ça marche assez facilement, faut dire ce qu'il y a. Et voilà, j'avais aimé du coup ce personnage là aussi. J'ai adoré du coup le personnage de Lyra, vraiment je l'ai trouvée mais tellement attendrissante, vraiment tellement touchante, mignonne, etc. Franchement à la fin de mes lectures c'est simple, j'avais limite eu un coup de cœur pour le prénom Lyra parce que je m'étais dit en fait franchement je trouve ça tellement doux et oui il y a un petit côté lyrique forcément aussi, mais voilà je trouvais que le prénom matchait hyper bien avec du coup l'héroïne. Et je m'étais tellement attachée à l'héroïne que du coup ça avait des répercussions sur mon attachement au prénom. Et clairement je pense qu'encore maintenant il est dans le top 5 de mes prénoms de filles préférés. Et du coup voilà, enfin vraiment Lyra je l'ai juste, mais j'avais envie de lui faire des câlins tout le temps, elle était tellement mignonne, tellement cute. Donc voilà, donc vraiment, clairement quand on adore, enfin c'est pas que j'adore dans le sens, j'avais vraiment beaucoup d'admiration, il y a pas. Enfin, s'il y a du courage, mais c'est pas ce qui marquait le plus non plus sur cette petite fille. Mais voilà, quand au niveau affectif, ça match assez bien avec le personnage principal, ça fait déjà pas mal aussi voilà, dans une histoire. Et même en dehors de Lyra et pareil de Pantalémon, je trouve que tous les autres personnages comme Yorek, comme j'oublie son nom, il y a Madame Coulter aussi, ou allez, le Lord Asriel, ou des choses comme ça. Je trouve que chaque personnage vraiment, en ayant des traits assez marqués, ne tombait pas non plus dans des super caricatures ou quoi. C'était pas si clivé que ça. Et du coup voilà, je trouvais que chaque perso en fait apportait vraiment quelque chose à l'histoire, qu'il était assez bien construit, etc. Donc franchement non, c'était très très bien écrit. Je vous dis, en fait c'était beaucoup plus profond que ce que j'aurais cru. Et voilà, même par rapport au reste de ma bibliothèque, franchement je lui mets un très très bon niveau. Je lui avais mis d'ailleurs au final 17 sur 20 je pense aux 3 livres. Que dire d'autre, je m'attendais pas non plus aussi à ce que tout cet univers alors je sais qu'il a été écrit il y a assez longtemps, je ne sais plus à partir de quelle année, je vous avoue, mais voilà, je sais qu'il y a eu pas mal d'éditions par rapport à ça. Et le côté un peu ancienne valeur, ancienne tradition, côté un peu catholique de mémoire était quand même fort présent aussi au niveau religieux dans cette histoire. Et en même temps, ça marchait hyper bien. Mais voilà, ça m'avait surprise. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre du coup sur cette trilogie? Honnêtement, plus grand chose. Parce que je me rappelle de certains moments clés forcément aussi. Mais je vous dis, ça fait quelques années, donc j'ai un peu oublié au passage aussi. Mais voilà, en tout cas je suis contente de les avoir découverts et clairement c'est le genre de livre que j'aimerais moi pouvoir transmettre un jour à mes enfants, qu'ils puissent les lire à leur tour. Je trouve que voilà, ça apporte de belles valeurs, etc. à côté, ça amène plein d'aventures, enfin juste voilà, c'est une très 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 belle évasion et aussi voilà de vastes paysages qui me restent encore en mémoire maintenant. Donc franchement pour faire voyager, ouais c'est ça, avoir le plein d'aventures, etc. Juste depuis son petit lit, son petit canapé, clairement, enfin, il remplissait toutes les cases. Donc voilà, c'est un bon livre jeunesse, un très très bon livre jeunesse, et je suis contente de le recommander à mon tour aujourd'hui. Un autre livre que je suis vraiment heureuse de vous parler aujourd'hui et de vous recommander, c'est un énorme coup de cœur. Il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor. Il y a quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi là-bas en haut. Et pareil pour le résumé, on nous disait: il est une ville au centre du désert où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors, mais depuis 200 ans, la cité est coupée du reste du monde. Pire encore, un soir d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'œil,
De la mémoire de tous. Laszlo Lestrange, orphelin de 5 ans à peine, ne fait pas exception à la règle. Frappé au cœur, le petit garçon restera irrémédiablement fasciné par cette énigme. 15 ans plus tard, il travaille dans la plus grande bibliothèque du monde, à Zosma, en rêvant de fabuleuses découvertes quand la cité oubliée émerge tout à coup une curieuse expédition venue recruter les meilleurs scientifiques du continent. Mais pourquoi diable s'obstiner à réunir ces esprits éminents? Mystère. Et pourquoi Laszlo voit-il donc ces songes se peupler de visions étranges, à commencer par une déesse à la peau bleue, pourtant assassinée des années plus tôt par les habitants de la ville interdite? Qui est-elle vraiment? Comment le jeune homme qui ignore tout de sa légende peut-il la voir en rêve? Je vais lire plus loin parce que on est toujours chez l'humaine. Mais j'avais vu ce livre par le passé un nombre incalculable de fois. Et le résumé n'arrivait pas à me convaincre beaucoup plus que ça. Mais vraiment, tout le monde le décrivait comme un ovni, de vraiment, c'était un coup de cœur. Non, je dis bêtise. Il y avait vraiment deux teams. Il y avait la team énorme coup de cœur, c'est la mienne. Et il y avait la team c'est 1000 fois trop long, je comprends pas. Et clairement, je peux comprendre les deux avis, très clairement. Mais pour ma part, je me suis en fait déjà directement attachée au personnage de Laszlo. Donc on écrit vraiment comme un orphelin, quelqu'un voilà, qui est abandonné, qui est très seul, qui est incompris, qui est un peu bizarre voilà, par rapport au regard des autres, etc. Et clairement, enfin je sais pas, le début du récit le rendait quand même très attachant, même si vraiment il faisait un peu de peine, un peu de pitié quoi. Mais donc voilà, dès les premières pages, je veux dire, le truc qui m'a quand même happé pas mal. Et je me suis laissée embarquer en me disant, je ne sais finalement pas trop de quoi ça parle, ça a l'air assez mystérieux, donc juste je me laisse porter et je verrai. Et puis, très clairement, mais très clairement, je me suis très facilement en fait laissée porter parce que la plume, les gars, la plume vraiment de Laini Taylor, c'est vraiment la plus poétique que j'ai lue de toute ma bibliothèque. Et pourtant, je vous ai déjà cité Bottero juste avant. On peut avoir du Mourleva, on peut avoir du coup Vichwap dans certains moments, etc. Mais vraiment, la plume de ce livre-ci, elle est là, quoi. Elle est d'une poésie sans nom. Elle m'a vraiment embarquée, envoûtée totalement. Vraiment, à part poétique, je ne trouve pas d'autres mots pour qualifier cette plume, mais vraiment à un niveau incroyable. Et du coup, clairement, c'est ça qui m'a emporté dans le coup de cœur. C'était tellement bien écrit, oh mon dieu. Enfin voilà, ça m'a apporté vraiment une bouffée d'imaginaire. Enfin, vous me direz, dans tous les livres, forcément, on va le retrouver. Mais ici, vraiment, ça m'a donné le même sentiment que quand on sort, je sais pas, d'un avion et qu'on va dans un pays étranger et que la porte s'ouvre, on a toute la bouffée d'air chaud qui nous prend d'un coup. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Ben, j'ai eu ça, mes versions, j'ouvre le livre et vraiment j'ai cette bouffée d'imaginaire. Je sais pas si c'est très clair, à mon avis pas du tout ce que je suis en train de dire. Et vraiment c'est ce que j'ai ressenti quoi. Ce livre, c'était une bouffée d'imaginaire, de poésie, de... Vraiment, j'ai été envoûtée par ce récit. De la première à la dernière page, il y en a quand même pas mal. On a vu dans les 500, dans les 600, quasi 700. Et je n'ai pas vu les pages défiler, je retournais tout le temps à ce livre, c'était un tel régal. Et clairement, après, au fur et à mesure des pages, des chapitres, etc., j'ai été émerveillée, j'avais des étoiles plein les yeux, l'univers était quand même très visuel aussi à côté de ça. Et au-delà de Laszlo et de ce qui se passe, juste, c'est le duo pareil, Laszlo, alors moi je dis Sarai, et je ne sais toujours pas comment on le prononce, si c'est Sarai, Sarès, je ne sais pas. Mon cerveau lit Sarai, donc moi je dis ça. Mais clairement, le personnage de Sarai, je l'ai adoré, vraiment adoré. J'ai adoré son pouvoir aussi qui est lié à des centaines et des centaines de papillons. Et pareil, ces scènes dans ma tête étaient magiques, juste magiques. Vraiment, elles sont très marquées, même ça fait des années que je l'ai lu aussi. Et je sais pas vous dire par quoi elle m'a touchée finalement, si ce n'est par la beauté des scènes ou quoi. Je sais pas, franchement j'aurais du mal à mettre un mot dessus, un sentiment dessus. Mais
voilà, dans mon imaginaire en tout cas c'était une vraie muse quoi. C'était ouais tellement, je me répète, mais tellement envoûtant, tellement poétique. Et juste ce livre m'a fait vibrer en fait, il m'a vraiment fait vibrer, ça a été un coup de cœur. Et je pense juste par cet aspect-là, je n'ai jamais depuis redécouvert d'autres livres de Laini Taylor. Mais faudrait que je m'essaye un jour. Franchement, j'ai pas trop suivi ce qu'elle avait fait en dehors. Je sais pas si d'autres livres ont été traduits d'elle ou quoi. Mais voilà. Et en dehors de ces deux personnages-là, j'en aimais d'autres aussi. Je me rappelle très bien de Minya aussi, du tome 2, qui avait été un rien en dessous de ce tome-ci, mais quand même incroyable. Qui avait été beaucoup plus sombre aussi. Et j'avais été étonnée de voir à quel point en fait une auteure peut aussi bien être aussi forte et aussi bien écrire dans la beauté que dans l'horreur. Franchement ça a pu marcher pour les deux, et dans le tome 2 on est plus sur ce côté horreur etc. Pareil, j'ai certaines scènes là qui me reviennent vraiment en tête. Vraiment je me revois dans le bâtiment, je vois mon regard sur le personnage faire ça, découvrir ce qu'il y a au sol, découvrir dans la cour centrale ce qui se passe etc. Donc ouais, vraiment j'ai des souvenirs très marqués de cette duologie. Ouais, pareil, parce que c'est une duologie et pas une trilogie du coup. Et surtout, je me rappelle des claques qu'ils m'ont mis. Je me rappelle qu'au moment où j'ai fermé, et c'était la preuve que c'était un coup de cœur, j'ai eu du mal à dire au revoir à ces personnages-là. Donc voilà, franchement je n'ai pas de meilleur argument que les autres pour vous dire de le lire, si ce n'est que ça a été un coup de cœur et que vraiment, si vous cherchez une plume poétique, juste foncez quoi. Foncez parce que vraiment, c'était un niveau incroyable. Juste coup de cœur, voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus sur l'histoire parce que très vite on peut spoiler ou quoi. Et en même temps, c'est vrai que c'est très lent, donc c'est pas qu'il y a énormément d'éléments. Ça joue plus sur les relations entre les personnages, sur l'atmosphère ou des choses comme ça. Mais coup de cœur, si vous ne les avez pas lus, faites-vous votre propre avis et découvrez pourquoi ils sont si exceptionnels. Et voilà. Le troisième livre que j'avais envie de vous faire découvrir est aussi une duologie puisqu'il s'agit de La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, j'ai oublié son nom, je l'avoue. Et le résumé nous disait: à 19 ans, l'Astyanax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons de pouvoir quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée. Son chemin se menant d'embûches politiques va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir des situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui recherche l'assassin de son maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu. Lui avait un avenir, elle a un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. Et il faut quand même qu'on s'arrête sur la beauté de cette couverture. Franchement, je le trouve absolument canon. En plus, on a une brille, donc c'est les petits bonus. Bon, pour parler du livre, clairement, je l'avais ajouté à ma wishlist. Simplement parce que la couverture, si je veux être honnête, me faisait vraiment beaucoup de l'œil. Le résumé, je me disais pourquoi pas, allez on tente. Voilà, je suis un pigeon, mais un pigeon où ça a marché. Et puis finalement, c'est la seule fois où c'est arrivé, mais j'ai Hachette qui m'avait contacté et ceci est un service presse. C'est le seul que j'ai jamais eu, c'est eux qui ont fait les démarches, etc. Parce qu'à ce moment-là, mon compte Booksta marchait bien, ce qui n'est clairement plus le cas maintenant, et bon soit. Et du coup, clairement, je m'étais empressée de le lire forcément, de refaire mon retour, etc. Et heureusement, je l'avais beaucoup aimé. Et donc j'étais très contente de pouvoir faire un retour positif aussi sur mon service presse. Et la première chose dont je me rappelle, c'est clairement par rapport à la ville d'Hyperborée, qui était construite en 7 niveaux. Et pareil, ça donne un côté très visuel. Je revois bien certaines scènes à certains endroits, certains déplacements, etc. En comptant forcément que on va vers le haut, vous voyez, c'est plus riche que le bas. Je me rappelle aussi très bien de ce duo de Arca, parce que clairement, c'est un des personnages qui avait le plus de fraîcheur sur toute ma bibliothèque. Elle m'a vraiment marquée parmi tous les persos que j'ai rencontrés. Beaucoup plus au final que ce que je me rappelle de l'histoire même. Mais elle était, je sais pas, elle me faisait penser un peu à moi enfant, donc elle était têtue, entêtée,
butée, enfin il y avait ce petit côté un petit peu, vous voyez. Je cherche aussi des qualités, elle était très spontanée par exemple, elle était intrépide, c'est ça le mot que je cherchais aussi, elle était intrépide et pour tous ces petits traits là, clairement, enfin je me revoyais enfant ou moi sur les vidéos des vacances etc. Et du coup pareil je me suis très vite attachée et retrouvée voilà, dans cette petite fille, jeune fille, je ne sais plus quel âge elle a, je pense 8, 10 ans, un truc comme ça, peut-être 12 au max mais je pense pas. Et non elle n'a pas 12 ans. Et pareil, je me rappelle du coup de Lestianès, mais je suis contente de retrouver son nom parce que je l'aurais jamais retrouvé sinon. Qui avait un côté du coup beaucoup plus posé, plus paternaliste sur cette petite fille qui cherchait son père, etc. Et voilà, ils formaient un excellent duo, je trouve. Je sais pas, leur duo était attachant, ils étaient très équilibrés, en fait c'est ça. Les forces de l'un, voilà, comblaient les failles de l'autre et inversement. Et donc c'était très chouette à suivre. Je me rappelle effectivement aussi de tout cette ville remplie de complots, de manigances, de faux semblants, etc. Qui clairement rendait l'aventure assez périlleuse au final aussi. Même si j'avais préféré du coup le tome 1 au tome 2 de cette duologie parce que dans ce tome 6 justement ils sont unis, que dans le tome 2 ils font un peu chacun leur histoire un peu de leur côté et puis ils se retrouvent et du coup je trouvais que ça avait moins de charme. Puis il y avait un côté avec des Amazones, je sais plus trop ce qu'elle faisait dans l'histoire mais je me rappelle d'elle. Et pareil ça m'a un peu plus ennuyé, mais en tout cas sur ce tome 1 franchement je l'avais pareil bouffé, vraiment il se passait tellement de trucs tout le temps etc. Et il leur arrivait effectivement que des emmerdes, donc évidemment ils arrivent à s'en sortir la plupart du temps, pas toujours indemnes mais voilà. Mais voilà, je pense qu'il n'y avait rien d'exceptionnel vraiment dans cette histoire, mais c'était très bien fait en fait, c'est ça. C'était pareil une plume qui était très riche, un vocabulaire qui était très précis. Je me rappelle qu'il y avait un glossaire, je ne me demande pas pourquoi je me rappelle de ça, mais voilà il est là. Voilà, de plusieurs pages qui justement vous donne des indications très précises sur l'univers, sur comment Eleanor l'a pensé, etc. Donc c'est vraiment un récit qui a été très travaillé, voilà, très brillant. Je sais que depuis, elle a fait d'autres bouquins avec Bruxelles, écrit avec des ailes, comment je mime avec des ailes et des oiseaux, mais il m'a jamais vraiment trop tenté. Je sais pas si elle a fait d'autres choses depuis. Donc voilà, moi j'ai lu que ça de cet auteur, mais je pense, me souvenir en tout cas que ce livre avait quand même remporté des prix, parce que vraiment c'était très bien écrit. C'était voilà, un livre qualitatif, voilà, qui avait certes pas l'imagination, comme je disais avant, la plus incroyable non plus, mais vraiment dans le domaine très bien fait, donc rien à redire de ce côté-là. Et donc c'est une chouette biologie qu'on a beaucoup vu passer à ce moment-là et qu'on n'a plus trop entendu parler après, donc je suis contente de pouvoir le ressortir de ma bibliothèque et de vous en reparler aujourd'hui, parce que clairement en fait il en valait le coup. En plus une biologie ça c'est toujours assez vite, donc c'est chouette aussi. Et voilà, et alors oui, l'autre point aussi que je me rappelle là d'un coup, c'est qu'il y avait un épilogue aussi, et il m'avait un peu marqué par rapport à tout ce que je peux croiser. Parce que c'est assez rare qu'on retrouve un épilogue où on peut continuer de voir de comment évoluent justement les héros après le gros truc de la fin. Et du coup j'avais beaucoup aimé aussi l'épilogue dans celui-ci qui voilà, permettait de quitter les héros en douceur, avec un petit sourire aux lèvres, etc. Et du coup voilà, c'est le dernier point qui me revient là-dessus, que j'avais envie de vous communiquer tout simplement. Le suivant, je ne pouvais pas faire une sélection de 5 livres de fantasy sans sortir un Aurélie Wallenstein. Je l'adore. J'adore cet auteur. Vous voyez, ils sont ici. Les livres du coup que j'ai d'elle. Mais je l'ai découvert par Yardam. Mais pour moi, il reste clairement indétrônable jusqu'ici. Pour le résumer, on nous disait à Yardam, donc le nom de la ville, la folie est sexuellement transmissible. Dans l'espoir d'endiguer l'épidémie, la population est mise en quarantaine, isolée du reste du monde. Le virus n'a pas épargné Kazan. À l'image de la ville qui s'enfonce dans le chaos, il sombre lentement. Pour s'en sortir, il sera prêt à toutes les extrémités, y compris à manipuler Félix et Nadia, un couple de médecins étrangers venus s'enfermer volontairement dans la cité pour trouver un remède.
Dans son désespoir, il va accomplir le pire. Un roman crépusculaire qui vous plongera au plus profond de vous-même. Très clairement, c'était un livre très sombre, mon Dieu. L'ambiance était sinistre, lugubre, sombre, oppressante. Donc vraiment, il y a toute une ville confinée. Et j'ai eu la merveilleuse idée de le lire pendant le confinement en 2020, je crois, en avril-mai 2020, un truc comme ça. Et je m'en suis délectée. La fille presque pas maso. Mais voilà, on se retrouve du coup dans la tête de Kazan. Et clairement, on le dit, c'est une descente aux enfers. Il sombre du coup dans la folie. Pour ça, pareil, vous voyez la couverture en dit déjà pas mal aussi. Avec les doubles visages et tout. Je me rappelle très bien de cette histoire. Et pourtant, voilà, pareil, ça fait plusieurs années que je l'ai lu. Chose qui est suffisamment rare pour que je puisse le souligner vu ma mort de poisson rouge, vous l'aurez compris. Et vraiment, c'est la déchéance en fait. On est tout le long dans un esprit complètement malade, complètement tourmenté. Enfin, juste, ouais, c'est vraiment la descente aux enfers. Et alors, en plus de ça, déjà, Kazan de base, il faut savoir que c'est un anti-héros. Genre, vraiment, il est détestable. Je ne veux pas dire autrement. Il va faire, du coup, aussi tous les pires choix qui s'offrent à lui. Enfin, il y a plein de fois où tu te dis non. Mais en même temps, il ferait l'inverse, tu serais limite déçu, tu vois. Genre tu t'attends à ce qu'il fasse toujours pire, que ça continue à dégringoler tout le long, etc. C'est ça que tu cherches aussi, tu vois. En mode sadique cette fois. et ouais, et c'était un risque qui était très insidieux. Donc on dit que la folie est sexuellement transmissible, forcément, il va en être atteint, vous vous doutez bien. Et pareil, j'ai trouvé ça très enfin, je sais pas, très space comme concept déjà de base. Mais il y avait tout pour rendre ce livre malaisant, oppressant et tout. Rien que dans le choix aussi du vocabulaire, c'est très cru, c'est violent, c'est très cru encore une fois. Je sais pas comment vous dire, mais tout dans ce livre était osé. C'est un véritable parti pris de l'auteur. Enfin, on a le combo de tout, quoi. Tout est noir, on a l'anti-héros, l'écriture est hard aussi. Enfin, juste, elle y va à fond en se foutant complètement des règles et des codes et des cadres et tout ce que vous voulez. En un bouquin, quoi. En mode genre, elle s'est fait plaisir, quoi, la meuf. Mais donc, clairement, on aime ou on n'aime pas, c'est un parti pris, voilà. Moi, pour ma part, ça a été un pari gagnant, très clairement. Pareil, il a bien frôlé le coup de cœur, mais vraiment très peu. Je sais même pas dire ce qui fait que ça l'a empêché, mais vraiment, on était à ça. Mais voilà, je l'ai juste adoré, je l'ai bouffé, c'était d'une noirceur sans nom, enfin juste... Voilà, c'est pas qui fait peur, mais vraiment juste descente aux enfers. C'est vraiment le meilleur mot que je peux dire là-dessus. Très sombre et tout. Mais voilà, donc si vous voulez découvrir la plume de Aurélie Wallenstein, moi c'est celui-là que j'ai envie de vous conseiller. Mais je pense que c'est une très mauvaise recommandation. Parce que clairement, c'est son récit le plus sombre. Elle en a fait d'autres. Elle a fait des récits aussi un peu plus poétiques. Voilà, elle a fait des trucs beaucoup plus abordables que celui-là. Mais si vous êtes adepte, voilà, des trucs un peu psycho, des trucs un peu thriller, machin, etc. Allez-y, juste allez-y en fait. Moi j'ai adoré, je l'ai adoré de la même façon que j'aime regarder des documentaires sur les serial killers par exemple. Enfin, vous voyez un peu le niveau quoi, c'est... Faut aimer. Faut aimer, mais quand on aime ça, juste c'est un régal quoi, genre... Voilà, je l'ai bouffé. Et clairement, je suis contente de le ressortir de ma bibliothèque aujourd'hui, même si j'ai pas les meilleurs arguments, je suis consciente, voilà, pour vous proposer. Mais en tout cas, pareil, c'est un récit d'une grande qualité, vraiment très bien maîtrisé, où je vous dis, elle s'est fait plaisir et ça se ressent, où vraiment, elle y va complètement librement, quoi. Juste, elle a zéro contrainte dessus. Et ça fait du bien d'avoir un livre en fait qui est totalement différent de ce qu'on lit habituellement. Moi je crois que c'est pour ça que je l'ai autant aimé, où c'était vraiment aller à contre-courant de tout ce qui se faisait ou quoi.
Et c'était très 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 bien fait. C'est vraiment, je vous dis, insidieux, ça va au compte-gouttes, etc. À la moindre petite faille et tout, boum, ça se plonge. Voilà, juste, je suis très 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 contente de l'avoir lu, de lire d'ailleurs aussi ses autres livres, de la rencontrer, vous voyez ici, il est cassé à chaque fois un salon, j'adore discuter avec elle. Et voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ses autres romans. C'est très rare qu'elle m'ait déçue, il s'est juste arrivé une fois avec les duologies. Mais voilà, Wallenstein, que ce soit celui-là ou un autre, en tout cas, si vous ne l'avez toujours pas découverte, allez-y. Franchement, il y en a pour vraiment tous les goûts avec elle. Donc moi, clairement, c'était ce goût-ci. Mais il y a des livres qui sont vraiment à l'opposé, qui sont hyper solaires, poétiques, tout ce que vous voulez, plein d'espoir, quoi. Ici, c'est le pendant, c'est le désespoir absolu, quoi. Donc juste, juste voilà, c'est le livre, il te donne envie de te pendre. Tu mets la corde et c'est tout. Non, je déconne. Mais voilà, vraiment, j'ai envie de vous recommander parce que moi, il m'a mis une sale claque aussi. Donc, clairement, il était dans mon top 5 de je ne sais plus quelle année, l'année 2020 du coup. Et ouais, je l'avais vraiment beaucoup aimé parce que il était tellement différent. C'était un ovni dans ma bibliothèque. Et juste, j'ai adoré ça. Voilà. On arrive au dernier, mais pas des moindres, et je vous avoue, je suis pas hyper sereine à devoir vous le représenter, parce que ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les duos, il me semble, parce qu'il est tellement complexe. Juste vraiment, cette tétralogie, juste, faut s'accrocher, faut vraiment s'accrocher, et donc c'est pas évident de devoir en parler. Mais je vous ressors, parce que j'étais un peu obligée, parce que je me suis obligée à ne pas parler de ceci. Voilà, parce que je me suis obligée à ne jamais en parler dans aucune vidéo, sinon j'allais complètement me perdre. Mais par contre, la deuxième... Je vais dire deuxième meilleure, non, parce que du coup, dans le même genre, il y a la Guilde, qui est aussi en fantasy. Mais c'est pareil, je me suis dit que j'en ai un peu arrêté de vous saouler avec ça un petit moment. Mais du coup, la troisième sur mon classement fantasy tout confondu, c'est celui-ci. Donc, c'est La Passe Miroir, le tome 1, donc Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. Pareil, je pense qu'on ne présente plus en vrai. Si vous le découvrez grâce à moi, je ne comprends pas vraiment. Juste. Et pourtant, j'ai failli abandonner après ce tome 1. Donc, je dis une trilogie, mais ils sont là derrière, donc vous ne les voyez pas. Mais ça a été une histoire compliquée, je pense, dans tous les sens du terme. Bon, déjà, il faut qu'on remontre un petit peu cette beauté, juste cette couverture que je trouve toujours aussi belle. Je la classe clairement dans les plus belles couvertures de toute ma bibliothèque. J'adore cette citacielle, j'adore le nom de la citacielle tout simplement. Et je vais commencer par lire le résumé à nouveau, qui nous disait: sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorne du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Et ouais. Une héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable. Découvrez le premier livre d'une grande saga et le talent d'un nouvel auteur de l'imaginaire saisissant. Voilà. Par quoi je commence? Mon Dieu. Alors, pareil que Le Faiseur de Rêves, il y a vraiment eu 2 teams avec ce premier tome. La team coup de cœur absolu, mon Dieu, quel est cet ovni aussi, je n'ai jamais vu ça ailleurs, c'est une anti-héroïne, on se retrouve à fond dedans, etc. J'adore, je veux la suite, mon Dieu, non. Ok. Et puis il y avait la team comme moi, en mode genre, je ne la supporte pas. Ophélie, j'ai envie de la secouer tout le temps, en fait, j'ai envie de lui dire: allez, meuf, go girl, bouge-toi, fais quelque chose, ah. Je l'ai trouvée insupportable, mollassonne, juste... Vraiment, j'avais envie de la secouer tout le temps, je vous jure. Alors, il y a des aspects que j'aimais bien dès le début. Elle est effectivement une liseuse d'objets, donc elle touche les objets, elle connaît leur histoire, j'adore le principe.
Elle sait traverser les miroirs pour aller d'un endroit à l'autre, etc. Il y a toute une philosophie derrière qu'on ne peut pas les traverser tant qu'on n'est pas honnête avec soi-même, etc. J'adore, franchement, pour ça, pour l'univers, pour tous les pouvoirs, etc. J'ai acheté direct, franchement. Parce que, masterclass. Mais alors, pour son personnage en tant que tel, c'est quand même l'héroïne, au début, en fait, elle est très humaine et très crédible. Mais dans le sens où, effectivement, c'est une anti-héroïne, parce que voilà, elle n'a pas ce côté badass, bravoure, machin, elle n'est pas leader, etc. C'est vraiment la fille toute discrète, effacée, qui n'ose pas mettre un mot plus haut que l'autre, qui est hyper maladroite. Mais ça, je peux pas critiquer parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis maladroite, je fais tomber les trucs tout le temps, je me gagne tout le temps, enfin bref. Donc, à la limite, je trouvais ça un peu attachant au début, mais ça faisait trop, quoi. Juste, ça faisait trop, j'avais pas envie de ça, j'avais envie qu'elle s'affirme. Ouais, je trouvais vraiment qu'elle était mollassonne, quoi, vraiment. Je sais pas vous dire à quel point elle m'a agacée dans ce premier tome. Vraiment, je ne l'aimais pas. Je ne pouvais plus la voir après autant de pages, j'en pouvais plus, je la supportais plus, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'elle était très humaine, très crédible, qu'on peut se retrouver très facilement dedans, parce qu'effectivement, elle galère à fond, mais elle fait avec le peu de ce qu'elle a. Donc ouais, c'était un personnage vraiment crédible. Et voilà, elle avait autant de défauts que de ses petites qualités, etc. Mais juste, moi j'avais vraiment du mal, comme beaucoup d'autres. Et en deuxième personnage principal, on a Thorn, son fiancé. Et Thorn, comme le pôle, ou d'où il vient, il est excessivement froid. Et donc il est très distant, pas causant, parfois on le voit pas beaucoup, etc. Très absent, machin, enfin juste... Le type, il est là, il est très dur, tout le monde le décrit comme quelqu'un, pareil, un peu détestable, où on sait jamais trop comment le cerner, on n'arrive pas à lier des trucs avec, des liens avec lui. Et du coup, moi, c'est un peu la même chose dans ce tome 1, c'est que j'arrivais pas trop à le cerner, et en fait, j'arrivais pas du tout à m'attacher. Mais du coup, ni à lui, ni à Ophélie. Donc c'était un peu compliqué, un peu beaucoup compliqué. Il y avait quelques lenteurs, parce que il fallait mettre en place tout cet univers qui, pareil, est incroyable derrière. Et donc, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps de mettre en place un tel background. Voilà, donc, à la fin du tome 1, j'ai vraiment hésité à continuer, je vous jure. Ça a été compliqué, ça a vraiment été compliqué. Je serais très curieuse, parce qu'un jour, je me suis promis que je relirais La Basse Miroir, et je serais très curieuse de voir comment cette relecture du tome 1, maintenant que j'ai tout en tête, etc., je pense que ça passerait mieux, mais je crois que je peinerais encore dessus, quoi. Fort heureusement, tout le monde m'avait dit « Lise, il faut absolument que tu passes ce tome et que tu arrives au moins à la fin du tome 2. Et là, tu vas voir, juste, c'est le meilleur tome de la saga. C'est vrai qu'il est excessivement bon et que je comprends pourquoi. Pour beaucoup, c'est le tome préféré. Il a rien à voir au niveau du rythme avec celui-ci. Au niveau des persos, on a déjà bien évolué aussi. Au niveau de l'univers, on est à 20 000 km de celui-là encore au-dessus, etc. Et le tome 2 m'en a mis clairement plein les yeux, dans les décors, dans le visuel, dans toutes les péripéties. On parle donc qu'elle est au centre d'un complot. Putain, là on est dedans, c'est sûr, on nous jette dedans. Et alors on retrouve du coup dans ce tome-là beaucoup plus de nouveaux personnages. Je repense à Archibald forcément, à Bérénild et à tant d'autres. On a beaucoup plus de pouvoirs aussi qui se mettent en place dans les différents clans. Donc ici on parle beaucoup du clan du dragon, mais il y en a d'autres. Chaque clan a un pouvoir différent. Il y a beaucoup de pouvoirs que je n'ai jamais lus en dehors de cette série-ci. Juste, les tomes suivants étaient complètement spectaculaires. Vraiment, j'en ai eu plein les yeux. Ça m'a mis des baffes. Juste voilà. Donc pour l'univers, franchement, incroyable. Vraiment incroyable. Voilà, je m'étonne toujours qu'un auteur peut créer autant derrière, juste monstrueux. Christelle Labosse pour ça, franchement, on ne peut que l'applaudir. Et pour ce qui est des personnages, par contre, heureusement, Aurélie commence à évoluer. Dieu merci. Alors, pareil, ça prend son temps, ça reste tout crédible, elle change pas du tout au tout. Et ça, j'ai envie de dire que tant mieux au final, parce que vraiment sinon ça n'aurait pas été du tout cohérent.
Mais voilà, elle commence à prendre du galon, comme on dit. Elle n'a plus trop besoin d'être chaperonnée comme c'est le cas pour le premier, encore un peu dans le deuxième par sa tante. Et voilà, au fur et à mesure des tomes, voilà, elle devient de plus en plus indépendante, on va dire. Elle est beaucoup plus déterminée aussi à faire face à tout ce qui lui tombe dessus. Elle veut devenir maître un peu de son destin, et comme elle est au centre des complots, voilà, elle veut un peu s'équiper et s'armer par rapport à tout ça. Donc voilà, elle va faire en sorte vraiment d'évoluer, et c'est pour ça que de tome en tome, je l'aime de plus en plus. À la fin du tome 4, je l'aimais bien, heureusement. Mais voilà, vraiment cette montée se fait progressivement et reste très crédible, et ça pour le coup c'était très chouette. Et alors, sans rentrer dans vraiment le cœur de l'histoire des complots, parce que franchement sinon cette vidéo va faire genre 2 heures facile, il se passe tellement de choses, de retournements, ça part dans tous les sens, faut faire attention, faut jouer des personnages, faut se cacher, voilà, enfin, faut vraiment ruser beaucoup dans cet univers, faut faire attention à plein de choses, c'est hyper dangereux, etc. Il se passe vraiment énormément de trucs. Plus les tomes passent et plus l'univers à côté de ça continue à se développer. Et pour les tomes 3, à partir du tome 3, vraiment il faut lire les livres en fait à tête reposée, et surtout dans le tome 4. Le truc c'est que cette tétralogie, c'est un peu la boucle qui va se boucler. Sauf que pour tout comprendre, il faut vraiment faire attention à énormément de détails. Il faut lire ça à tête reposée, à être attentif aux moindres mots, à la moindre action. Il ne faut pas trop oublier ce qui se passe entre temps. Donc franchement, je conseille de lire le plus rapproché possible, peut-être pas tout d'un coup. Mais moi j'avais lu pareil un tome par mois. Mais franchement, un toutes les 2 semaines sur la limite était encore mieux. Il y a vraiment beaucoup de choses à ingérer et encore plus à digérer. Et c'est pas des lectures faciles, vraiment pas, vraiment pas. Les gens ont fait des retours unanimes là-dessus, où vraiment c'était compliqué en fait à vraiment prendre tous ces éléments. C'est pas le même effort que regarder une série télé où on est juste là passif et on reçoit les trucs. Non, vraiment pour le coup, pour la lecture, déjà c'est déjà plus compliqué parce qu'il voilà, il faut les lire, il faut se concentrer, machin, etc. C'est déjà un effort en plus. Mais pour ceci, franchement, vraiment, il faut être hyper attentif. Et donc, beaucoup sont passés à côté de pas mal d'éléments, ont pas trop compris au final les suites de l'histoire, ont loupé quelques infos, quelques liens, etc. Puis il y a des liens qu'il faut faire nous-mêmes par la suite, etc. aussi. Donc vraiment, ça triture vraiment les méninges, et à partir du tome 3, il y a vraiment un changement de direction, et dans le tome 4, je vous en parle même pas. Mais ça a perdu beaucoup de gens aussi. Donc il y en a beaucoup qui ont adoré les premiers bouquins, le 1-2, et qui ont moins aimé ou été déçus par le 3-4. Moi c'est l'inverse en fait. Comme ça s'est complexifié au fur et à mesure des tomes, et que j'avais pas aimé tant que ça le tome 1, j'ai vraiment aimé la direction que ça a pris. J'ai trouvé que c'était un récit mais tellement intelligent, vraiment tellement bien construit, incroyable. Alors oui, ça m'a demandé de l'effort. Oui, j'ai dû relire des résumés spoilants entre deux. J'en ai discuté avec d'autres gens qui les ont lus il y a pas longtemps, etc. Donc clairement, j'ai dû être active vraiment de ma lecture. Et clairement, la fin change pareil de ce qu'on voit très souvent. Donc ça fait quelques pas contents. Mais pareil, moi je l'ai trouvée absolument parfaite par rapport au regard du reste de la saga. À nouveau, c'était tellement cohérent, c'était tellement bien pensé. Et quand j'ai terminé le bouquin, comme pratiquement tout le monde, il m'a fallu franchement, je sais plus, 10 jours, 2 semaines, ou peut-être même plus, pour vraiment du coup tout digérer et seulement réussir à me positionner de est-ce que j'ai aimé ou pas. Et ça, tout le monde a été unanime là-dessus. Au moment où on terminait la dernière page du coup de cette tétralogie, on ne savait pas encore se positionner. Parce que plus les pages passaient et plus on avait de nouvelles questions qui venaient, etc., se greffer, et donc plus encore à cogiter, etc. Et donc finalement, tu as tellement le cerveau ramolli et tout qu'au moment où tu fermes le truc, tu ne sais pas au final si tu as aimé ou pas.
Et la réponse vient seulement par après. Alors ça peut-être trouvé que c'était un coup de génie. Et franchement, c'est ce que je dis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je serais prête à les relire, etc. C'était du génie, vraiment. Autant je peux comprendre que vraiment, voilà, on ait pu être dégoûté, on n'a pas aimé, on s'est dit tout ça, tout ça pour ça au final. Enfin, je peux comprendre, franchement, je peux comprendre tous les avis sur cette saga, aussi bien les coups de cœur que juste j'ai pas aimé, j'ai abandonné, que j'ai adoré, j'ai détesté, enfin voilà, tout ça. Mais voilà, je suis contente de pouvoir vous les proposer aujourd'hui parce que clairement un jour je vous dis, je les relirai. Je ne sais pas encore quand parce que j'ai toujours 20 milliards de livres qui me font envie. Les relectures c'est toujours compliqué à placer et que clairement c'est des livres que je ne vais pas lire en 2-3 jours. Mais voilà, je suis contente de les avoir lus. Je rêve qu'ils soient adaptés un jour en série. Vraiment, j'en rêve. Je crois que c'est celui que j'attends le plus de toute ma bibliothèque. Non, parce qu'il y a encore la guilde des ombres. Mais vraiment, ça pourrait donner un truc mais incroyable, même au visuel, etc. Voilà, c'est des livres qui sont faits pour, je trouve, pour ça aussi, où il se passe tellement de trucs, où les personnages sont tellement importants, etc. Les uns des autres, ils pourraient tellement bien rendre aussi à l'écran. Enfin voilà, juste, il peut y avoir des effets spéciaux par rapport à tout ce qui est magie, tout incroyable derrière. Je l'imagine trop bien. Mais voilà. En tout cas, je ne pouvais pas faire cette vidéo du coup sans vous en parler aujourd'hui. Et puis voilà, c'est le dernier de cette sélection. C'était donc les 5 livres de fantasy que j'avais envie de vous recommander donc pour ce mois de la fantasy. Ces 5 livres que j'avais hâte, vous l'avez compris, de vous ressortir de ma bibliothèque. Rien que le fait de vous en parler, en fait, j'ai envie de relire pratiquement chacun d'entre eux. Où ouais, je ressens à nouveau cet amour qui revient pour cette saga. Je me dis, ah quand même, si les livres restent dans ma bibliothèque, c'est quand même pour un moment les relire. Et ouais, et ils font clairement envie là. Donc voilà, donc ça arrivera bien à un moment. Mais voilà, si vous ne les avez toujours pas découverts, même s'ils sont connus, je vous le disais, franchement, je ne sais pas ce que vous attendez parce que c'est des véritables pépites. Juste, il faut les avoir lus, c'est tout, c'est comme ça. Ils apportent chacun vraiment quelque chose de très fort. Ils m'ont tous marqué dans ma vie de lectrice, tout simplement. Et donc voilà, juste voilà. Je suis super heureuse d'avoir pu vous en parler. J'espère que vous ferez des retours aussi du coup en commentaire sur certains d'entre eux, que vous me recommanderez à votre tour voilà, d'autres titres de fantasy que je dois absolument lire. Alors spoiler alert, je ne vais jamais lire Le Seigneur des Anneaux. Voilà, comme ça c'est dit. Mais sinon en dehors je ne suis pas fermée. Et puis voilà, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Là en toute logique la prochaine ce sera toujours le bilan du mois de mai. Qui sera un petit bilan parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de vacances avec mon amoureux et en fait j'ai lu beaucoup moins que ce que j'aurais cru, donc ce sera un petit bilan pour ce mois-ci, tant pis c'est comme ça. Et voilà, et je n'ai plus qu'à vous faire des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et je vous souhaite d'excellentes lectures.